La saga Arlette par Éric Vincent. Tome 1. À visage découvert. Arlette, la femme qui m'a rendu la vue. Les monotones kilomètres d'autoroute, semblables à une vie sans boursin, défilaient à un rythme soutenu. Arlette connaissait le parcours sur le bout des doigts. Elle l'avait accompli tant de fois, toujours avec la même ferveur, la même envie qui tenaillait son ventre. Elle se méfiait toutefois de la portion finale en région parisienne. La ceinture de la capitale souffrait d'embouteillage chronique à l'heure à laquelle elle arrivait, vers 17 heures. À chaque fois, après avoir rangé sa voiture où elle le pouvait, elle grimpait les escaliers jusqu'au 2e étage, le cœur battant. Elle introduisait sa clé, dans la lourde serrure. Personne. Eric arrivait systématiquement après. Il adorait entrer chez lui et découvrir comment elle était vêtue, dans quelle attitude elle se levait sur le canapé. Il ne se lassait pas d'éprouver la sensation de son intimité violée en surprenant une femme installée chez lui. À chaque fois, son imaginaire devenait plus fort, l'emportait dans un torrent d'émotions très visibles, et il lui faisait l'amour intensément, sans se déshabiller, tout en faisant durer le plaisir, comme elle le désirait ardemment. Tout en conduisant, elle songeait à toutes les premières fois qu'elle avait connues avec lui. Elle s'étonnait toujours de mettre à jour des facettes cachées de cet homme, pareil à une poupée russe. Quand elle croyait en avoir fait le tour, persuadée de le connaître jusqu'au bout de ses pensées, il choisissait cet instant précis pour révéler un autre trait de sa personnalité. Lorsqu'elle regardait l'ensemble de ce qu'elle avait découvert, assemblé comme un jeu de patience, cela emplissait tout son cœur et troublait sa vision d'un liquide salé d'émotions. Il se plaisait à se torturer l'esprit jusqu'à ce qu'il imagine et mette en œuvre ce qui la surprendrait. Les seules limites étaient celles de son imaginaire exacerbé par un premier mariage fait de frustration. Impatiente de découvrir s'il existait une minuscule figurine colorée à l'intérieur de la gigogne, elle enfonça un peu plus l'accélérateur, flirtant ainsi avec la zone rouge du régime moteur. Il en allait toujours ainsi, elle s'imaginait contre lui, et tout s'accélérait, son cœur, sa vitesse, ses désirs. À leur première rencontre, sur le sable fin de Tunisie, il lui avait demandé si elle souhaitait vivre d'autres moments magiques. Elle avait accepté sans se douter que la magie serait vraiment le ciment de leur rencontre. Des couleurs, des parfums, des mots, des cadeaux, tellement de sensations lui rappelant au quotidien sa présence malgré les kilomètres les séparant. Une fois, vraiment marquante, il avait osé un truc inouï. Elle était venue à Paris en semaine par le train. Le rendez-vous était directement pris au pied de la vénérable dame de fer. Pas Margaret Thatcher, mais la tour Eiffel. Un point de ralliement aisé à trouver, pensait-elle. En fait, la soirée se passa à la tour Eiffel, dans le restaurant panoramique le Jules Verne. Ils dînèrent en tête-à-tête, profitant d'une vue imprenable sur le tout Paris illuminé. Le repas fut arrosé, et les esprits échauffés eurent une tendance naturelle à tout ramener aux allusions sexuelles. La forme de la bouteille de vin leur rappela un sexe, ils crurent déceler une bosse caractéristique dans le pantalon d'un serveur, émotion due au fait qu'Arlette arborait une robe ouverte à des endroits stratégiques. Après le repas, dans l'ascenseur d'un des pieds de la tour, cela continua de plus belle. Leurs corps se frôlèrent à maintes reprises, le provoquant de ses yeux et de ses hanchements agressifs, lui ayant les mains tenant difficilement en place dans ses poches. Ils rirent des mines contrites des bourgeois du 16e arrondissement, involontaires témoins de la scène érotique. L'air glacial de février n'avait pas entamé la chaleur vinicole et animale qui s'était emparée d'eux. Ils déambulèrent de longues minutes sur les pelouses, traversèrent le Trocadéro, s'arrêtant souvent pour s'adonner à de longs et langoureux baisers. Lorsqu'ils descendirent sur le quai de la station de métro, ils purent monter dans le wagon de queue. Il était intégralement des heures à cette heure avancée de la nuit. Il devait être un peu plus de minuit, la fin du service de transport était proche. Ne voyant pas un chat, l'homme s'enhardit et glissa une main sur les seins, l'autre sous la robe de sa complice. Il avait hâte de savoir si elle portait des sous-vêtements. Rien, pas la moindre étoffe. À la place, des tétons fermement dressés et bien plus bas, des lèvres trempées gonflées d'envie. Le glissement des doigts dans les replis secrets arracha un cri à Arlette qui se cambra d'un coup sec. Son compagnon fut saisi d'une cambrure d'une toute autre nature, le genre à provoquer des dommages irréparables à une braguette. Puisque personne ne monta à la station suivante et que son pantalon risquait l'accident à tout moment, il s'assit et sortit sa verge rapidement. Il souleva la robe de sa compagne et l'empala brutalement sur son membre érigé. Dans cette position, nul ne pouvait deviner qu'elle était profondément pénétrée.
Elle eut un orgasme instantané, un de ceux qu'elle préférait, à la première intromission. Basculant en arrière, elle offrit sa nuque sans défense, et il ne se fit pas prier pour la mordiller abondamment. Elle donna de violents coups de rein, excitée à l'idée de faire l'amour dans un lieu public, susceptible d'être découvert par des voyageurs montant à l'improviste. À chaque arrêt, la tension montait d'un cran, il poussait le jeu un peu plus loin, cherchant à prolonger le plaisir tiré de cette situation inhabituelle. En serrant ses hanches, il finit par se lâcher, explosant une réserve d'une semaine de sperme chaud au fond du ventre d'Arlette. Ils reprirent doucement conscience, chavirés tous deux par cette expérience stimulante. Ils étaient persuadés que les banquettes usagées n'en étaient pas leur premier soubresaut. D'autres couples l'avaient fait avant eux, et ils comprirent combien cela avait été excitant lorsqu'ils découvrirent la caméra de contrôle du conducteur de la rame en face d'eux. Cet œil électronique, dévoué d'ordinaire à la vérification des montées et des descentes des passagers, avait probablement servi un spectacle de premier choix à un machiniste pas mécontent, pour une fois, d'assurer le service du soir. Le show valait toutes les primes de nuit, et changeait des bandes de voyous et autres oiseaux nocturnes, se livrant à des jeux bien plus destructeurs. Arlette se retourna vers son amant. Comme ni l'un ni l'autre, malgré les rhumes hivernaux, ne possédait de mouchoir en papier, elle entreprit de nettoyer le sexe tendu et luisant, ne perdant pas la moindre goutte de liquide au parfum capiteux. Elle eut du mal à le remettre dans sa prison de coton, difficulté supplémentaire augurant une forme exceptionnelle et une nuit courte comme une mini-jupe des années 60. Quelle soirée! À ces pensées, Arlette, entrant maintenant dans le quartier de la Défense, ressentit cette moiteur aux effluves épicés entre ses cuisses. Inconsciemment, elle roula ses lèvres les unes contre les autres. La simple idée du membre érigé, gonflé, suffisait à la mettre en transe. Elle voulait être possédée, maintenant. Elle ne pouvait plus attendre. Elle se gara aussi vite qu'elle put dans une rue étroite, coupa le moteur de son véhicule. Écartant les cuisses de la porte au levier de vitesse, elle plongea immédiatement 2 doigts dans sa grotte surchauffée, réservant l'annulaire pour un autre orifice, plus étroit. Elle s'agita brusquement sur son siège, se frottant les fesses contre le tissu. En moins de 2 minutes, elle ressentit le plaisir soudain, heurtant le plafond de sa tête à plusieurs reprises, les seins comprimés par la ceinture de sécurité et bloqués par le choc accidentel. Un passant vint s'enquérir de son état de santé en frappant la vitre. Le voyant, elle remit précipitamment le contact, sans attendre le préchauffage du diesel, et partit en trombe, amusée d'avoir été surprise dans cette posture assez délicate. À jouer à ces jeux solitaires n'importe où, tôt ou tard, elle devait l'accomplir sous les yeux d'un voyeur involontaire. Elle parvint enfin à Colombes, là où son compagnon résidait. « Tiens, il m'attend dehors, nota-t-elle à haute voix. Ce n'était pas dans ses habitudes. D'ailleurs, avait-il seulement des habitudes? Il était si imprévisible que cela donnait du croustillant à leur amour. Elle abaissa la glace une fois parvenue à sa hauteur. Il déposa un baiser glissé, comme il affectionnait, un baiser commençant sur les lèvres, glissant sur les joues et finissant sur le cou. Ainsi, même avec un simple bonjour, il multipliait les sensations d'entrée de jeu. Elle se régala à l'avance, eut presque envie de lui conter son épisode de la Défense, mais il se ravisa. Il avait l'air sérieux, soucieux, un air qu'elle ne lui connaissait pas. D'ordinaire, il était si joueur, tellement capable de monter un bateau pour faire plaisir, les seules fois où il s'autorisait à travestir la vérité, pour la bonne cause, qu'après tout, ce sérieux cachait peut-être un nouveau scénario. « Rentre ta voiture dans le parking souterrain, dit-il, sans même un mot d'amour. À quelle place? À la mienne, j'ai sorti ma voiture, il vaut mieux. Pourquoi? Je t'expliquerai, annonça-t-il gravement. Il s'écarta pour la laisser parquer la Séate à la place numéro 13. Ironie du sort ou clin d'œil du destin, il habitait au 13 avenue de Tunisie, appartement 13. Leur chiffre porte-bonheur depuis qu'ils s'étaient rencontrés le 13 septembre 1999. Le chiffre n'avait pas cessé de sortir à de nombreuses occasions. D'abord, le premier poème qu'il écrivit à son intention était le 13e en alexandrin. Ensuite, souvent, des événements télépathiques se produisirent entre eux vers 13 heures. À plusieurs reprises, ils constatèrent avec un amusement non dissimulé que les restaurants dans lesquels ils avaient parfois dîné étaient soit situés au 13 d'une rue, soit notés 13/20 dans le Goemio. Hasard ou coïncidence? Que dire du 1313 AJT 92 ornant sa plaque d'immatriculation?
Après avoir enclenché la fermeture centralisée, elle se hâta de quitter le garage mal éclairé. Elle regarda alors sa petite Ibiza avec une drôle d'impression. Elle avait la désagréable sensation de la voir pour la dernière fois. Elle chassa aussitôt cette idée de son esprit pour se précipiter au cou de son amant. Elle éprouva un sursaut d'angoisse quand il la repoussa quasiment. Il prit son bagage et le jeta sur le siège arrière de la Punto, sans ménagement. « On n'a pas le temps, il faut qu'on se tire, coupa-t-il sèchement. « Qu'on se tire, demanda Arlette. J'ai des problèmes, monte vite, c'est trop dangereux. Elle ne se posa plus de questions. Elle prit la place du passager et boucla sa ceinture de sécurité. Bien lui en prit, car il démarra comme un fou, faisant hurler le moteur. Il grilla le stop en bout de rue et repartit de plus belle. Il avait l'œil rivé sur ses rétroviseurs, sur le compteur, prenant tous les risques malgré l'intensité de la circulation. L'envie tenaillant Arlette quelques instants auparavant avait complètement disparu. À la place, la peur s'était installée dans les tripes, et son cœur battait d'une façon inconnue. Elle se hasarda à une question. « Que se passe-t-il? De quoi as-tu peur ?»« J'ai des emmerdements, de gros emmerdements. »« Quoi ?»« Je suis tombé sur un dossier que je n'aurais jamais dû voir au boulot. Du pognon détourné. Il y en a pour quelques millions de francs. »« C'est une banale histoire de caisse noire. Oh non, 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 non. Pas quand on sait qui est à l'origine du forfait. Qui est-ce? Alexis Tchekhov, un directeur administratif et financier. Et alors? Les gens sont assez bien payés chez nous, mais lui, il est de notoriété publique qu'il mène un train de vie anormalement élevé pour sa situation. Ce qui veut dire? Mafia russe. La mafia? Oui, mais pas n'importe laquelle. Les Russes sont les plus impitoyables. Il ne sait pas que tu es au courant. Si. Quand j'ai vu l'anomalie, je suis allé lui en parler. Avant de vérifier quel était l'utilisateur auteur de ce piratage, je me suis jeté dans la gueule du loup. Que peut-il faire? Il va pas te tuer. Il va se gêner. Enfin, quand même. Il y avait ça dans mon tiroir, dit Eric en lui tendant une enveloppe matelassée. Ouvre-la doucement. Arlette écarta les pans de papier et poussa un cri strident. Les restes d'un dangereux insecte. Mon Dieu, mais c'est un scorpion mort! Oui, mort. Mais hier, en ouvrant le tiroir, il était nettement plus véloce. J'ai failli me faire piquer par son dard. Une piqûre de cette sale bestiole et j'étais mort. Il n'est pas arrivé par hasard, sans compter que... s'interrompit Eric. Sans compter que quoi? Eric hésita, eut un rictus qu'elle aurait assimilé à un sourire d'ordinaire. Mais aujourd'hui, il n'annonçait rien de bon. J'ai failli être écrasé par une voiture. Quoi? Une grosse Mercedes, avec une plaque verte et orange. Corps diplomatique. Heureusement que j'ai eu le réflexe de tourner la tête dans la bonne direction. Son moteur a fait un bruit d'enfer en accélérant. C'est ce qui m'a sauvé. Il voulait m'écraser. Mais où va-t-on? À l'étranger. Quoi? Le temps de réfléchir, je ne remettrai plus les pieds à Paris, ni peut-être en France. Je ne sais pas, je sais plus, je suis paniqué, j'ai si peur, Arlette. L'infirmière était abasourdie. La vie avec lui avait été jusqu'ici un modèle de diversité et de sensations. Mais là, ça dépassait l'entendement. On voulait tuer son amant adoré, lui prendre. La mafia russe. L'ombre de la pieuvre les suivait au fur et à mesure que le soleil descendait vers l'horizon. Eric avait rejoint la Nationale 20 en toute hâte, persuadé que les aéroports d'Orly et Roissy ne constituaient pas des points de départ sécurisés pour fuir la France. Intérieurement, Arlette se demandait pourquoi il tenait tant à échapper au territoire tricolore. Il n'avait peut-être pas dévoilé toute la vérité. Comptait-il rejoindre un pays par la route? Il s'en aurait pour des heures. Et ensuite, comment s'en sortirait-il? De quoi vivrait-il? L'espace d'un court instant, elle songea à appeler ses enfants afin de les rassurer. Elle se ravisa aussitôt. Les téléphones étaient les instruments de communication les moins protégés. N'importe qui, a fortiori l'organisation du crime, avait loisir d'espionner les conversations à l'aide d'un puissant scanner. En traversant le village de la Ferté-Allee, Eric eut soudain ces mots. « J'ai une idée. »« Laquelle ?» demanda Arlette. « On va brouiller un peu plus les pistes. » Il tourna sur sa droite en direction de l'aérodrome. Le chemin bitumé par endroits, troué en d'autres, ne reflétait en rien la qualité de la piste et du taxiway. Cet aérodrome abritait de vénérables reliques des Première et Seconde Guerres mondiales. Il était renommé dans la France entière pour son musée de l'air, ses manifestations régulières et ses compétitions d'acrobatie. Eric s'arrêta près d'un petit pavillon et sortit du véhicule. Avant qu'Arlette ait eu le temps d'objecter quoi que ce soit, il lui conseilla. « Si je te fais signe, tu bouges la voiture. Tu la mets là, entre les deux hangars, là, dans le renfoncement. Personne ne la verra de la route. » Puis il entra dans le siège d'une sorte de petite compagnie aérienne. D'où elle se tenait, elle pouvait le voir parlementer avec deux hommes. Il leur exhiba un morceau de carton, probablement sa licence de pilote.
Tiens, c'était curieux. Il n'avait jamais parlé de cette obtention d'examen. Pourquoi ne l'avait-il pas informé? Les palabres durèrent une bonne dizaine de minutes. Il sortit l'air furieux et s'apprêtait à reprendre la route lorsqu'un des deux hommes le rappela. La discussion reprit pour 1 ou 2 minutes. Il fit signe à Arlette. Comme convenu, elle parqua la Fiat à l'endroit discret. Effectivement, à cette place, la voiture demeurait invisible aux usagers de la route. Elle sortit leur sac de voyage. Elle se dirigea vers lui. Il s'affairait seul autour d'un avion blanc d'envergure moyenne, doté d'un compartiment moteur important. J'ai dû lui mentir, j'aime pas ça. C'est dangereux, commença-t-il. Lui mentir? À quel propos? À propos de mes qualifications et à propos du plan de vol. Je ne comprends pas, tu n'as pas ton brevet de pilote? Si, j'ai mon brevet. Mais par contre, je suis pas certifié sur cet appareil. Pour être certifié, il faut faire quelques tours de piste avec un instructeur. Et j'ai pas le temps. De plus, je lui ai indiqué Bordeaux comme destination finale. Et où va-t-on réellement? À Lyon-Satolas. On va prendre le premier vol pour l'Italie. L'Italie? Le pays de la mafia? Justement. Les mafieux russes et italiens peuvent pas se voir, paraît-il. Les Russes nous laisseront sûrement en paix là-bas. Quand part-on? Maintenant, fit-il en attrapant les bagages et en les posant derrière les sièges. Il invita Arlette à s'asseoir, la sangla soigneusement et s'installa aux commandes. Il prit la checklist traînant sur le tableau de bord. Il effectua scrupuleusement les opérations de vérification. Il mit le contact, cria « Personne !» et appuya sur « Start », constatant que personne ne répondait. Il attendit que tous les voyants soient au vert, s'annonça à la radio et s'engagea sur le taxiway. Comme à l'accoutumée, il fit les essais de coupure des magnétos, testa la réchauffe du carburateur et manœuvra les commandes intégralement une dernière fois. Les volets baissés à 10 degrés, il s'aligna sur la piste, mit les gaz à fond progressivement et s'arracha rapidement de la piste. Il rentra le train d'atterrissage et, passé 500 pieds, il entreprit de virer sur la droite. Il prit soin de s'éloigner tranquillement de l'aéroclub, et lorsqu'il fut certain d'être hors de vue, il corrigea son cap et cala son détecteur de balises sur la fréquence d'Auxerre. Le Beech Baron de la firme Cessna était un puissant monomoteur, capable d'atteindre les 300 km/h en vitesse de croisière. Dans 1h30 à peine, ils atteindraient Lyon. Arlette imagina qu'il trouverait des chambres d'hôtel libres en ce début de mois de septembre. La nuit porterait conseil, il trouverait une autre solution. Son malheureux compagnon se placerait sous la protection de la police, ou il irait directement aux renseignements généraux, ou bien à la direction de la surveillance du territoire. Ces organismes étatiques auraient les moyens de lui assurer un avenir plus rose que la perspective d'une piqûre venimeuse, une grosse trace de pneu sur l'abdomen, ou une balle entre les 2 yeux. Arlette posa sa tête contre le bras de son homme, se blottit contre lui, prit sa main libre dans la sienne et la serra très fort, profitant un peu de sa vie tant qu'elle ne s'était pas échappée sous l'action d'un tueur à gages. Elle tremblait, prise d'une peur viscérale lui fichant une colique naissante. Ce n'était pas le moment d'être malade, il n'y avait pas de toilette sur ce genre d'appareil. Elle ferma les yeux et les images du bonheur passé vinrent calmer ses angoisses. Elle se concentra davantage sur les heures de tendresse apaisante. Cette méthode fit rapidement son effet et lui libéra l'esprit de longues minutes. La météo était excellente, le ciel était parfaitement dégagé, le soleil ne se coucherait pas avant 20 heures. Ils avaient largement le temps d'arriver à destination. Il fallait simplement s'assurer qu'ils parviendraient à passer à travers les missiles, les bombes ou d'autres folies meurtrières concoctées par les ingénieurs chimistes de la Cosa Nostra russe. Il apprécia fortement qu'elle unisse ses doigts aux siens. Il était réconforté à défaut d'être confiant dans l'avenir et dans l'espoir de vivre encore de longues années. Elle tenait tant à lui et cela l'émerveillait un peu plus chaque jour. Elle se donnait vraiment à lui, corps et âme, à un point qu'aucun mot ne pouvait décrire. Comme aucune turbulence n'agitait l'air, il augmenta le régime moteur, frôlant la zone jaune. Il lui tardait d'arriver. Après être entré dans le circuit d'attente de Lyon-Satolas, sur les ordres du contrôleur du ciel, le pilote n'oublia pas de sortir le train d'atterrissage. Il avait toujours volé sur des appareils à train non rétractable, et il amorça sa descente. Ce geste lui évita un fâcheux atterrissage sur le ventre, les seuls atterrissages agréables étant ceux qu'il réalisait sur le ventre de sa compagne, Arlette. Elle était presque honteuse de s'être assoupie et de l'avoir laissé sans compagnie, alors qu'il vivait des moments cruciaux et tragiques. Il la rassura en lui expliquant qu'il était normal qu'elle fût épuisée après 2 semaines de travail sans repos, 3 heures d'autoroute
et des émotions terribles qu'il aurait aimé ne pas lui infliger. Il se posa en douceur, faisant à peine couiner le train principal. Il avait apprécié cet appareil, son confort, sa maniabilité, sa vitesse de croisière. Il regrettait presque de l'abandonner aux mécaniciens de la compagnie de location, mais il était obsédé par l'idée de brouiller les pistes. « Et où va-t-on maintenant » demanda Arlette. « À l'hôtel ? J'ai de l'argent liquide si tu veux, pour ne pas repayer par carte bancaire et prendre le risque d'être repéré. J'ai prévu du liquide aussi. En premier lieu, je vais me renseigner sur les vols. Je ne devrais pas en avoir pour longtemps. S'il y a quelque chose, on part de suite, d'accord ? Ok, confirma-t-elle. Il s'éloigna à pas rapides. Direction le stand d'Air France. Arlette scrutait les passagers, cherchant le moindre regard hostile, guettant le moindre signe d'attaque imminente. Bien qu'il soit 20 heures passées, l'aéroport regorgeait de voyageurs. Des hommes d'affaires, quelques groupes de touristes, blancs pour les partants, dorés pour les revenants, et non loin d'elle, accoudés à un bar, deux hommes en costume n'ayant rien à faire d'autre que de montrer leur carrure d'armoire à glace. Ils ne cessaient pas d'interrompre leur conversation dès qu'Arlette se détournait de leur regard. Dès qu'elle se focalisait sur eux, ils reprenaient leur conversation avec une assiduité trop louche pour être honnête. Arlette s'éloigna un peu d'eux tout en les surveillant du coin de l'œil. Ils se levèrent et réglèrent leur consommation. Ils lui emboîtèrent le pas. Elle prit la liberté de s'agglutiner à un groupe de retraités en partance pour un pays ensoleillé. Cette stratégie n'empêcha pas les deux hommes de lui coller au basque. À la distance où elle se trouvait, elle pouvait les entendre et comprendre qu'ils étaient étrangers. Ils s'exprimaient dans une langue inconnue dont la consonance n'était pas latine. Arlette commença à trembler. Leur conversation semblait se dérouler en russe. Elle frissonna davantage. L'un des deux, un gaillard aux cheveux raides et blonds, yeux bleus, mâchoire carrée, se rapprocha et s'adressa à elle dans un français presque parfait, avec un zeste d'accent. « Cela vous plairait de vous joindre à nous ?»« Me joindre à vous ?»« Oui, avec mon ami, nous aimerions passer la soirée en votre compagnie. »« Quoi ?»« Nous aimerions vous inviter à dîner et... plus, si vous le désirez. Nous n'avons rien contre les femmes de temps en temps. » Arlette était soufflée. Ce type et son acolyte étaient deux homosexuels. Le second, un peu plus petit et un peu moins blond, rejoignit le premier. Il lui proposait une partie fine à trois, gonflés les deux lascars. En fait de truands ou de tueurs russes, comme elle l'avait imaginé au premier abord, il s'agissait de deux touristes en quête de sensations, peut-être des touristes sexuels appréciant le charme français. Arlette représentait le charme à la française. L'idée d'une soirée de ce genre ne lui aurait pas déplu en d'autres temps et en d'autres lieux. Cependant, elle était follement amoureuse d'un autre homme amplement suffisant et il était en danger. Elle aussi, par voie de conséquence. Deux excellentes raisons pour refuser leur proposition. Il serait obligé de s'occuper tout seul. Amusée, Arlette se demanda lequel des deux dominait l'autre. Échangeaient-ils leur rôle chaque jour, chaque semaine, ou bien avaient-ils leurs préférences? La grande question. Logiquement, comme il lui proposait un trio, ils devaient aimer pénétrer tous les deux, donc échanger. Quelque part, elle regrettait de ne pas pouvoir assister à leurs ébats. Quelle excitation! Hélas, l'urgence exigeait d'échapper à la mafia. Écoutez, je suis désolé de gâcher vos projets, mais je compte passer la nuit avec mon ami. On n'est pas jaloux, il peut venir. Non, vraiment, ça se fera pas. Tant pis, dit le plus petit des deux. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Ce furent leurs derniers mots. Ils la laissèrent tandis que son régulier revenait. Ils parurent se remettre en chasse, cherchant une autre proie. Dans la précipitation, elle n'avait pas songé à leur demander leur nationalité, juste histoire de vérifier si ses pressentiments s'étaient avérés exacts. « Qu'est-ce qui se passe » dit Eric, désireux de s'informer. « Les deux types m'ont fait une proposition. »« Une proposition ? Quel genre ? » ?»« Oh, le genre osé. »« Ah bon ? Ils chassent à deux ? » ?»« Oui, ils s'occupent à deux quand ils reviennent bredouille. »« Ah, je vois, ils osent tout, ces Français. » Ils n'étaient pas français. « Quoi ? » ?»« Non. »« Mais quelle origine ? Slave, je crois. »« Russe ? » ?»« Peut-être. »« Ah merde, il manquait plus que ça. »« Regarde, ils ont branché une autre femme. »« Non, je crois qu'ils cherchent une partenaire. Ils n'en ont pas après nous. Enfin, je crois. Au début, j'ai eu peur. D'ailleurs, j'ai toujours peur. Pourquoi ne demandent-ils pas la protection de la police ? Je sais pas, je veux me faire oublier. Même la police est impuissante face à ces odieux criminels.
La France a beau être un grand pays, il n'est pas facile d'y changer complètement d'identité. Un jour ou l'autre, tout finit par se savoir. Surtout si la Camorra russe met les moyens pour nous retrouver. Comment connaître l'étendue de cette organisation? Jusqu'où vont ces espions? Y en a-t-il dans chaque grande ville? Moi, ça me fout la trouille. Pour l'instant, je veux mettre de la distance entre eux et moi. Tu veux dire nous? Oui, je suis désolé de t'avoir embarqué dans cette galère. Je te suivrai jusqu'au bout du monde s'il le faut. À propos, tu as trouvé des billets? Oui, on part tout de suite. On n'a pas besoin d'enregistrer les bagages, ils peuvent passer à la main. Ah bon? Oui, c'est un vol spécial, c'est un petit jet à réaction, un Falcon, je crois, viens. Il l'entraîna hors de la salle d'embarquement. L'appareil se tenait à l'écart près d'un hangar vert et gris. L'avion, flambant neuf, était peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sa capacité d'accueil variait de 20 à 30 personnes selon le type d'aménagement intérieur. Pour y accéder, ils empruntèrent l'escalier intégré à la porte. La jeune femme eut les honneurs de passer en premier. En entrant, elle se retrouva nez à nez avec une hôtesse de l'air. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un habitacle dépouillé, dépourvu du moindre siège, mais au contraire, doté de canapé, téléviseur, magnétoscope, hi-fi, bar, un salon volant. Une porte permettait d'accéder à la cabine de pilotage et à un réduit comportant un four, un frigo, des plaques électriques, des placards, bref tout ce qu'il fallait pour préparer ou réchauffer un repas. Joyeux anniversaire, dit une voix familière derrière elle. Quoi? Mercredi, c'était le 13 septembre. Nous fêtons notre première année d'amour. Mais, en guise de bienvenue, l'hôtesse lui tendit une coupe remplie d'un cocktail orangé et rouge. Arlette comprenait de moins en moins. Certes, nous étions bien le 15 septembre et elle pensait qu'il aurait concocté une petite surprise le week-end. Seulement, les événements avaient tourné au vinaigre dès son arrivée. Elle avait été précipitée dans un tourbillon de fuite et de peur. Fin de l'épisode policier de notre week-end, commenta-t-il. Je comprends pas. Tu veux dire je veux dire que la mafia ne nous poursuit pas, qu'il n'y a jamais eu d'Alexis Tchekhov, ni de détournement d'argent. J'ai monté toute cette histoire pour voir si tu serais capable de me suivre, si tu aurais peur pour moi. Oh, c'est pas vrai! Les pilotes sortirent du cockpit et l'applaudirent, ce qui la rassura. Elle avait l'impression de se retrouver à surprise surprise. Elle éclata de rire lorsqu'elle vit l'œil complice de son amoureux. Il était fier de lui, fier d'avoir réussi à l'amadouer pour l'amener ici, dans cet appareil, pour s'envoler vers une destination inconnue. Elle vint se coller à lui dans ses bras, cherchant le réconfort, après avoir fait l'effort de supporter une situation stressante. Elle avait si peur et en même temps tout s'était enchaîné si rapidement. Il avait organisé son coup depuis plusieurs semaines en douce. Alors que les pilotes étaient retournés à leur poste et que l'hôtesse les invitait à s'asseoir pour le décollage, elle ne cessait de tenir la main d'Eric, comme pour se rassurer que tout ceci était bien mis en scène. Il avait joué la comédie à la perfection. Mais comment avait-il fait? Comment avait-il gardé son sérieux? Il était si crédible. Il avait joué les Fangio dans Paris et avait fait face à toutes sortes de situations, à ses questions à elle. D'ailleurs, en parlant de questions, elle brûlait d'envie d'en lui en poser. Elle ne résista pas longtemps et demanda « Mais comment tu as fait tout ça ?» Avec un peu d'imagination. « Eric, dit-elle en serrant un peu plus ses doigts contre les siens, où as-tu été chercher toutes ces idées? Le scorpion mort, il existait bien, il était réel. Oui, mon fils m'a prêté celui que j'avais ramené de Tunisie il y a un an. Oh, c'est fou, j'y ai même pas pensé. Évidemment, pas de tentative d'écrasement. Aucun écrasement. Et Alexis Tchekhov? Alexis est le prénom d'un ancien collègue et Tchekhov le nom d'un auteur. Et l'avion, comment tu as fait pour l'avion? Avec les deux gars? On avait du mal à garder notre sérieux. J'ai mon brevet, je suis certifié et le plan de vol pour Bordeaux n'a jamais existé. L'avion était réservé depuis 2 mois. Quel coquin! Tu sais, j'ai vraiment cru que tu étais en danger de mort. Il déposa un baiser rassurant sur ses lèvres. De tous les coups dont il avait été capable dans sa vie, celui-ci battait tous les autres. La surprise de ses 10 ans de mariage chez Delphine, sa copine restauratrice, avec une trentaine d'invités arrivés en cachette, ressemblait à une blague de collégien à côté de ce qu'il avait monté. Réussir à lui faire croire qu'il était poursuivi, en danger de mort, l'impliquait, elle. Quel pied! Arlette avait plongé sans se faire prier. Son plan s'était déroulé sans accroc. Et les 2 homosexuels, ils faisaient partie de ton plan? Ah non, c'est le pur hasard. Le plus drôle, c'est qu'ils avaient l'air russes. Ils ont concouru bien involontairement à renforcer le côté rocambolesque de notre aventure. J'ai dû improviser une réplique les concernant,
Je m'en suis bien sorti. Qu'aurais-tu fait si j'avais accepté leur proposition, suggéra-t-elle avec cette lueur coquine au fond des yeux, qu'il aurait reconnue entre toutes. J'aurais été ennuyé. Alors? Eh bien, je les aurais invités à bord, pas d'autre choix. Ensuite, j'aurais expliqué aussi clairement que possible la mise en scène. Pas facile. Tu parlais tout à l'heure de la fin de l'épisode policier du week-end. À quel épisode l'avons-nous assisté, présent? Ah, maintenant, chère Arlette, à celui que je préfère, l'épisode romantique. Nous nous envolons dans un avion tout confort vers Venise. Le jet survolait les Alpes. Leur hôtesse leur avait servi un rapide repas italien, comme il se devait. Une autre de ses idées. Il adorait concocter des repas à thème. Le premier pris en commun lorsqu'il résidait dans la Vienne comportait une salade grecque et un vin tunisien, en hommage aux deux pays dont Arlette avait particulièrement apprécié la visite. Il n'avait pas voulu faire la démonstration de ses talents de cuisinier, se réservant plutôt pour les amours. Or, les amours ne se pratiquaient bien que le ventre léger. Ce soir, dans l'avion, quelques antipastilles et une salade à la mozzarella furent servis avec un doigt de Chianti, et Arlette eut droit à une pure merveille de tiramisu. Son compagnon évita le dessert, préférant se réserver pour elle. À peine se retrouvèrent-ils seuls sur le canapé, que le gredin s'agenouilla aux pieds d'Arlette et posa sa tête contre son ventre. Elle posa ses mains sur lui, lui caressant ses joues, ses tempes, jouant avec ses cheveux. Il glissa ses mains le long des mollets, remonta sur le côté des cuisses. Cela eut pour effet d'entr'ouvrir les jambes. Elle désirait son corps, son sexe, sa force, sa tendresse. Elle était folle d'envie à l'idée de faire l'amour en plein ciel, dans un avion. Folle à l'idée que le commandement de bord et son coéquipier avaient peut-être branché le pilote automatique, et, en compagnie de l'hôtesse, il s'apprêtait à mater une scène digne d'un théâtre érotique. Il dégagea la chalupe qu'il fit remonter jusqu'à la taille, tout en embrassant l'intérieur des cuisses, là où la peau est la plus douce. Elle n'avait pas de culotte, même pas le moindre string, et son sexe exhalait une odeur de miel sauvage. Elle devait être trempée, mais il en voulut tout de suite davantage. Il parut chercher quelque chose. Elle ignorait quoi jusqu'à ce que le téléviseur en veille s'active soudain. Le magnétoscope démarra aussitôt. Des images pornographiques défilèrent sur l'écran. La cassette, que seule Arlette pouvait voir dans sa position, était un florilège des meilleurs films du genre. Un montage réalisé à la manière d'une bande-annonce, mêlant savamment les scènes lesbiennes, des utilisations de gadgets tous plus insensés les uns que les autres, des duos, des trios, des quatuors, et même une grande chaîne de l'amitié entre femmes, une bonne quinzaine, allongées à même le sol, formant un cercle, se picorant l'abricot les unes les autres. La vue de ces sexes différents, rasés ou épilés pour certains, fournis pour d'autres, remplit Arlette d'une excitation sans limite. Elle eut un orgasme alors qu'il s'occupait avec douceur de son clitoris. Tout lui sembla irréaliste. Les scènes télévisées très crues, la douceur de la langue de son amant, les sensations de vol à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Elle n'eut pas le temps de se remettre de ses émotions. Son homme ne lui laissa aucune seconde de répit. Il s'assit sur le canapé, la retourna et la força à s'empaler sur son membre tendu au maximum. Elle était luisante, ouverte à toute proposition. Il s'enfonça en elle lentement mais sûrement, sans rencontrer la moindre résistance. Dans leur position, Arlette pouvait regarder le film. Lui profitait de la vision du derrière de sa partenaire qu'il pétrissait en le soufflant, et il lui suffisait de pencher la tête sur le côté pour assister à la séance de cinéma sur l'écran géant. À cet instant précis, tandis qu'il pilonnait son ventre bouillant, deux hommes de type portoricain ou mexicain, très costauds et démesurément membrés, s'occupaient d'une asiatique minuscule ressemblant à une poupée de chiffon entre leurs mains. La scène était véritablement surréaliste, car la différence de gabarit entre les deux géants et la fille était impressionnante. Les deux amants ne purent détacher leur regard de l'écran, lorsqu'ils virent 2 fois 20 centimètres s'introduire dans les deux orifices de leur proie, l'un s'occupant de son minou, l'autre la sodomisant sans délicatesse. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle hurle de douleur, mais il n'en fut rien. Elle devait être habituée à recevoir les doubles pénétrations à haut régime, et au contraire, elle balança sa tête en arrière et ses reins s'agitèrent pour rechercher le plaisir. Ses longs cheveux noirs et souples glissaient sur sa peau, lui masquaient parfois le visage.
Alors, l'homme du dessous du sandwich improvisé les relevait et les plaçait sur le côté opposé à la caméra, afin que le réalisateur puisse saisir toute la jouissance de cette belle enchaleur. Elle hurla sa jouissance lorsqu'ils atteignirent leur vitesse d'aller-retour maximale. L'homme du dessus se retira, la retourna, et ils lui présentèrent leurs hommages conjoints qu'elle reçut sur le visage, la gorge et les seins. Au même moment, l'apprenti pilote en fit de même. Il rejeta Arlette sur le canapé et se libéra directement dans sa bouche, après s'être assuré, par des gémissements caractéristiques, qu'elle avait apprécié le spectacle télévisuel et les coups de boutoir qu'il lui avait imprimés avec force dans le ventre. Elle activa sa langue pour se délecter de semences blanches. À chaque fois, il retirait un plaisir intense de cette phase de nettoyage en règle. Lui avait vécu tant d'interdits auparavant avec son ex-femme qu'il exultait à chaque coup de langue qu'elle appliquait avec un regard à damner un sein. Il ne débanda pas d'un seul centimètre. Toujours dur comme du fer, il la coucha et vint sur elle, arrachant un soupir d'aise lorsqu'il toucha son utérus. Il entreprit le cadeau offert, les cuisses écartées à fond, rejetées au-dessus de ses épaules. Dans cette position, il la pourfendait totalement, il la déchirait et elle ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Elle était soumise et dominée. Le concept, la simple idée qu'il soit son maître, lui amena une onde de choc dans tout le corps. D'ailleurs, elles commencèrent à s'enchaîner les unes après les autres, signe manifeste qu'il avait atteint sa vitesse idéale. À présent, comme il avait expulsé la majeure partie de son sperme, il pouvait aller et venir comme il lui semblait, pendant une demi-heure si ça lui chantait. Le temps n'avait pas d'importance, seul le plaisir d'Arlette en avait. C'était ça qui la rendait folle, cette capacité sexuelle se moquant complètement de ses capacités physiques limitées. Elle ne voulait pas qu'il souffre pour elle, mais le plaisir, la jouissance. Ah, il lui faisait si bien l'amour. Il était si capable d'endurer et d'aller au bout de ses forces, tout en continuant à bander comme un cerf. Elle gémissait sans cesse, mais ne put se détacher de la scène pornographique diffusée à ce moment. Un type, aux proportions harmonieuses, châtain, yeux noirs, beau gosse, sodomisait avec une infinie douceur une superbe brune aux yeux bleus turquoise, enceinte d'au moins 6 mois. Elle était à genoux, le visage appuyé sur un petit coussin, détendue, souriante, encourageant son amant de mots gentils. Arlette était fascinée par la rondeur du ventre et celle des seins de la jeune femme. Ils étaient gonflés, tendus. L'homme les caressait et cela procurait un mélange de plaisir et de soulagement à la future maman. Arlette voulut savoir. Elle arrêta son amant, le fit sortir et se retourna. Elle lui intima l'ordre de reproduire exactement la séquence télévisée. Il fit alors glisser sa verge gonflée dans l'étroit canal réservé au grand jour, un peu comme dans le temps où on enfilait les beaux habits pour la sortie dominicale, sauf que là, son sexe avait oublié de s'habiller. Il poussa lentement, caressant et écartant ses 2 belles pommes d'amour. Associant la vision de la femme enceinte et son homme à l'acte qui les unissait, ils ne tardèrent plus à exploser de plaisir, soudant leurs corps au même moment, prouvant une fois de plus à ceux qui auraient pu en douter qu'il n'y avait jamais eu plus d'osmose au monde qu'entre ces deux-là. Cette seconde éjaculation eut raison de ses forces, mais il tint à rester en elle, par respect pour le plaisir que sa complice amoureuse lui avait offert. Il aimait tant prolonger les sensations avec douceur, tendresse, amour. Pour lui, un homme amoureux se reconnaissait à la délicatesse de ne pas s'endormir ou se tirer en douce, une fois l'acte accompli. D'ailleurs, l'acte en lui-même ne l'intéressait pas tant, si ce n'était pour apporter 1001 sensations à sa partenaire. Non, ce qui importait, c'était l'instant présent, rester en elle tout en bougeant très légèrement, de façon presque imperceptible, en la saturant de doux baisers dans le cou, en lui mordillant les oreilles, les épaules, en faisant glisser ses lèvres sur le dos, et surtout, primordial à ses yeux, en exprimant ses pensées par des mots choisis, dans la forme la plus tendre possible, déposés au creux des oreilles. Il voulait qu'elle connaisse ses sentiments à chaque instant, qu'elle sache qu'il était fou de leur complicité sans faille. Un homme véritablement amoureux et correctement élevé, respectueux de sa femme, se devait d'en faire autant. Sinon, pour lui, cet homme faisait partie de la catégorie des goujats, un genre assimilable à la famille des porcins à laquelle, hélas, 3 fois hélas, la gente masculine appartenait en grande majorité. C'est pour cette raison que lorsqu'il murmura des mots tendres tout près d'Arlette, elle ressentit un plaisir intense dans son cœur qui valait bien un orgasme.
Arlette n'avait eu aucun mal à trouver le sommeil dans les draps de satin ivoire. Près de lui, elle se sentait curieusement apaisée, calme, sereine. Il dégageait des ondes bénéfiques, qui, si le slogan n'avait pas été déposé par Jacques Séguéla en 1981 pour un certain président de la République, s'apparentaient à la force tranquille. Il la rassurait. Pourtant, elle n'ignorait pas qu'il pouvait être extrêmement fragile, vulnérable même. L'émotivité était inscrite dans ses gènes, et il avait parfois du mal à la contenir. Véritablement épris, obsédé même, par le souci de la perfection, il se laissait aller au découragement total, aux larmes s'il ratait un objectif, ou s'il estimait avoir commis une gaffe. Ce qu'il détestait le plus, c'était lâcher des mots blessants involontairement. Alors il se haïssait, aurait voulu se trancher la langue pour se punir, aurait voulu disparaître sous des tonnes de pierres jetées à son visage pour lui faire payer son écart de langage. Il était impitoyable avec lui-même, parce qu'il ne supportait pas la moindre négligence de sa part, la négligence étant la première cause de naufrage de couple, le sien pendant 13 années n'ayant pas échappé à cette constatation. On frappa discrètement à la porte. Le maître des lieux était réveillé et autorisa à entrer. Une jeune femme de service fit son apparition poussant un chariot en rotin. Le petit déjeuner. Elle ouvrit les épais doubles rideaux et la lumière pénétra brusquement dans le lieu. La pièce était spacieuse, richement décorée. Arlette n'avait pas eu le temps hier soir d'admirer le mobilier, les plafonds avec les belles corniches et un lustre reluisant. Il faut dire que le jeune homme, très en forme, s'était précipité sur elle comme un tigre affamé. Il l'avait prise pendant une bonne partie de la nuit, ne consentant à lui révéler, sur le voyage, qu'une seule information. Il organisait et économisait sou après sou depuis près de 10 mois. Lorsqu'il avoua ce détail, Arlette en retira 2 indications majeures. D'abord, l'organisation et le paiement d'une telle folie, la location du jet devait avaler une grande partie du budget alloué, était une entreprise respectable et remarquable, dans le sens où il n'avait pas lâché la moindre information. Et lorsqu'on le connaissait, on savait à quel point ça le démangeait en permanence d'annoncer à l'avance les surprises qu'il mettait au point. Ce qu'il recherchait, c'était surtout avoir le plaisir de torturer gentiment l'autre en ne répondant pas à ses questions. Il aimait jouer. La seconde indication lui plaisait énormément. Il était suffisamment sûr de leur amour, de sa force, quasiment depuis le début de leur relation, pour être certain qu'ils passent le cap du premier anniversaire. Elle était comme sur un nuage, comme toujours avec lui, parce qu'il en faisait des tonnes pour qu'elle rêve, et cela marchait. Elle lui disait parfois qu'elle avait la sensation de ne pas savoir remercier, ne trouvant pas les mots pour le faire, tant l'émotion l'étreignait. Pour lui, ce silence verbal était la plus belle des récompenses. Le moindre commentaire aurait signifié qu'il y avait quelque chose à dire, voire à redire, alors que là, pour parler de façon populaire, elle était sur le cul. La chambre était magnifique, le petit déjeuner, le café en tête, dégageait des effluves flattant le nez, et son homme, câlin à souhait en ce matin ensoleillé, se tenait près d'elle, sa main gauche posée sur l'intérieur de sa cuisse, si proche de son sexe désireux d'une caresse. D'ailleurs, tandis que l'employée italienne versait le café, Arlette sentit son désir se concrétiser. Une fois plus, il avait usé de la télépathie pour deviner ce qu'elle pensait. Le drap faisant un écran opaque, il entreprit de titiller le clitoris sans que la femme de service, au physique très agréable au demeurant, ne pût se douter qu'elle assistait à une masturbation. Elle les regarda en affichant un large sourire, et c'est ce moment précis qu'il choisit pour enfoncer un doigt entre les lèvres ouvertes. Arlette eut du mal à contenir son émotion, ce qui procura une joie immense à l'abominable profiteur. Helena, comme c'était écrit sur son badge réglementaire, suspendit tous ses gestes, comprenant soudain qu'elle prenait part à une scène matinale bien surprenante. Elle demanda, dans un français hésitant, si elle pouvait s'asseoir au pied de l'immense lit. Arlette lui adressa un signe affirmatif. Puis elle repoussa le drap, dévoilant son intimité occupée par un doigt fébrile. La Vénitienne, fascinée, put admirer une émotion de l'homme atteignant des sommets. Elle fut encore plus excitée lorsqu'elle les vit changer de position, Arlette se penchant pour lui administrer une fellation magistrale, Arlette se écartant les jambes pour que son mâle vienne lui caresser la vulve par derrière. Helena, assise sur le bord du lit pour profiter du spectacle, ne résista pas longtemps à la tentation d'ajouter son nom générique.
Elle se planta au pied du lit, face à eux, ses magnifiques cuisses gainées de linon bien ouvertes. Elle ne portait rien si ce n'était une toison noire extrêmement fournie. La noirceur de sa pilosité n'avait rien à envier à la noirceur de ses yeux qui brillaient intensément. Elle révéla un sexe rose délicieux, écartant très fort les replis de chair roulée. Elle se masturba frénétiquement et jouit très vite, très excitée par la vision du couple qui s'aimait devant elle. Arlette eut la gentillesse de lui prêter le vibromasseur qui avait servi lors de leur jeu nocturne. Helena, très impressionnée par la taille de l'engin, ne paraissait pas avoir eu l'occasion de se servir d'un gadget de ce type. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour apprivoiser son nouveau compagnon de jeu. Elle l'enfonça lentement mais régulièrement dans le minou jusqu'à la garde et le mit en route. Son derrière s'agita dans tous les sens. Elle dégagea un sein en forme de poire pour le caresser en même temps et en sucer le téton. Elle disposait de ressources insoupçonnables. Les deux avances pour lécher les babines de la voir se contorsionner ainsi. Lui ne put pas résister davantage à la vision du sexe et du godemiché, à la sensation de la langue d'Arlette sur sa verge et à celle de sa main fouinant entre les fesses de sa maîtresse. Il lâcha une salve nourrie, qui eut pour effet de déclencher un orgasme bruyant d'Helena. La soubrette eut presque honte d'avoir joui, et fut prête à s'enfuir lorsqu'elle vit qu'elle avait plu au couple. Elle ne tarit pas de remerciements lorsqu'ils lui laissèrent emporter le vibromasseur pour qu'elle continue, en secret ou devant son petit ami, à se livrer aux vibrations subtiles et intenses. Cela resterait un souvenir inoubliable pour eux trois. « Cela t'a plu ?» demanda Arlette. « Et toi ?»« Oh oui, avoua-t-elle, moi aussi. J'ai envie de toi. »« Viens sous la douche, proposa-t-il, ayant remarqué que la cabine était assez spacieuse pour les accueillir tous les deux. Il l'entraîna dans la salle de bain, prodigieusement excité. Le petit déjeuner attendrait, l'amour non. À Venise, l'intérêt, c'était les gondoles. Ils s'étaient promenés toute la journée sur les canaux, s'étaient embrassés sous et sur le pont des Soupirs, comme deux amoureux. Ils avaient aussi franchi le Rialto, jeté du pain aux centaines de pigeons de la place Saint-Marc, et étaient entrés dans la basilique. Ensuite, ils avaient visité le célèbre palais des Doges. Ils avaient mangé des glaces italiennes, bienvenues à cette période tempérée au bord de l'Adriatique. Lorsque le soir fut venu, Arlette pensa qu'il dînerait à l'hôtel dont le restaurant était renommé, ou qu'il l'emmènerait dans un endroit typique de la vieille ville. Il n'en fut rien. Ils revinrent à la chambre. Sur le lit, Arlette découvrit une robe de princesse hindoue, faite de voiles bleus, jaunes et or, avec de quoi voiler son visage. À côté, il y avait une tenue de Maharaja avec le traditionnel turban rouge des Sikhs. « Quelle robe !» s'extasia-t-elle. « Ta tenue de soirée pour un bal costumé, commenta-t-il, certain que l'Inde, thème de leur costume, était un pays fascinant à Arlette. Il n'avait pas oublié une remarque vieille d'une année, engrangeant tous les renseignements qui pourraient servir à lui faire plaisir. « Un bal ?» dit-elle à moitié surprise, n'ignorant pas qu'il n'aimait pas danser, tandis qu'elle adorait vivre la musique sur une piste. « Oui, oui, tu verras, dit-il simplement. Il aimait toujours autant le mystère. Elle adorait monter des scénarios, et lui, jamais satisfait de ce qu'il faisait, les mettait carrément en scène. Elle se demanda, tout en se préparant dans la salle de bain, jusqu'où il serait capable d'aller dans la réalisation du rêve. Par moments, et surtout depuis ces dernières 24 heures, elle se demandait s'il ne se prenait pas pour Steven Spielberg en personne, ne reculant jamais devant les difficultés, versant dans la mégalomanie. Non, c'était tout simplement ce qu'un homme normalement amoureux devait faire pour la femme de son cœur. Quand on connaissait ainsi les critères de don de soi selon Eric, on pouvait admettre que cela puisse suffoquer une femme, ou bien que cela minimise les machos négligents. Bien sûr, à foncer toujours à fond dans la vie, il risquait l'accident, le dérapage, la casse du moteur. Il risquait aussi d'étouffer sa compagne sous un torrent d'émotions trop envahissantes, trop extrémistes, trop jusque-boutistes. C'était le risque. Il ne l'ignorait pas. Mais il était déterminé à ne plus jamais abaisser sa garde, à perdre sa vigilance. Si sa partenaire jouait le jeu, acceptait de vivre avec un gentil fou gardant toutefois les pieds sur terre, il le fallait bien pour organiser des surprises, cela donnait des moments magiques. C'était ce qu'elle vivait. Elle eut presque un choc lorsqu'elle le découvrit en turban et en costume. Si ce n'était son teint pâle et la couleur trop claire de ses yeux,
Il avait l'allure d'un roi d'une lointaine province, prêt à partir à la chasse aux tigres de Bengale à dos d'éléphant. « Tu es magnifique, dirent-ils en chœur, prouvant une fois de plus qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils sortirent de leur chambre et ne cessèrent d'attirer les regards et les commentaires dans le couloir, l'ascenseur et le hall de l'hôtel. Où l'emmenait-il? Et comment? Elle sut immédiatement comment, en voyant un carrosse attelé à 2 étalons blancs, pas des acteurs de film X, mais des chevaux piaffant d'impatience, et flamboyants dans leur tenue rouge et or. Un voyage en carrosse. Il n'y avait que lui pour imaginer un tel délire. Arlette ne cessait de dodeliner de la tête, comme pour mieux se convaincre qu'il avait été bercé trop près des murs lorsqu'il était bébé. S'il était en mission, comme il aimait souvent le répéter, Dieu lui avait attribué un crédit d'imagination illimité. Un carrosse. Pas un mot ne sortait de sa gorge nouée d'émotion. Comment un homme pouvait-il être aussi coquin et romantique? Est-ce que cela existait seulement un homme mélangeant les deux genres apparemment opposés? Existait-il une variété de schizophrènes où cohabitaient 2 personnalités, où vivait perpétuellement la dualité? Avait-il été créé pour elle? Qui était-il en vérité? Elle le connaissait à peine. Elle ne connaissait personne dans son entourage. Il lui avait montré des photos de ses enfants, de ses parents, mais elle ne les avait jamais rencontrés. Étaient-ce des souvenirs fabriqués pour sa mission? Elle était allée chez lui dans la Vienne, puis à Colombes. Elle ne connaissait que son chat Isis. Le chat, souvent associé au démon dans les croyances populaires, à tort. Une chatte soi-disant sauvage, avec les têtes nouvelles, qui l'avait accueillie en lui faisant des mamours attendrissants. Parfois, il semblait sur le point de lui avouer un terrible secret. Il se bloquait, se murait dans le silence. Arlette avait lu Mirage dangereux. Eric risquait-il l'enfer s'il échouait à la rendre heureuse, s'il ne parvenait pas à lui faire comprendre qu'il existait des hommes attentionnés et gentils, d'autres hommes, si elle ne rebâtissait pas un quotidien original? Ou était-ce le fruit de son imagination, renforcé par les doutes qu'instillait son amoureux à dose homéopathique? Comment savoir si sa naissance n'avait pas eu lieu l'année dernière, juste pour elle, s'il n'avait pas été placé sur son chemin pour l'aider à renaître? Elle ne le saurait jamais, sauf si tout se passait comme dans le roman Mirage dangereux. La seule chose réelle, c'était cette voiture somptueuse et ces banquettes confortables. Ils prirent place. Le cocher, habillé en laquais, fit claquer le fouet au-dessus des chevaux et le convoi s'ébranla. « Tu me fais rêver, dit Arlette. « J'espère que la suite va te combler, répondit Eric. Les larmes de joie, de bonheur troublèrent le regard de la princesse. Il la voyait émue aux larmes, pour la première fois. Trop, il en faisait trop, et ce bonheur auquel elle avait toujours eu du mal à croire, particulièrement les premières semaines de leur histoire, ce bonheur débordait dans son cœur. Il ne connaissait pas de limite, et elle craquait. Elle craquait parce qu'elle avait toujours été certaine de ne rien faire pour le mériter. Elle craquait parce qu'elle avait l'impression de ne pas donner suffisamment. Face à ces reproches qu'elle s'adressait intérieurement, il restait imperturbable. Il continuait à offrir tout ce qu'il pouvait, comme si rien ne pouvait l'entamer, comme si rien ne pouvait empêcher l'accomplissement de sa mission. Arlette oubliait tout simplement qu'accepter, recevoir avec joie, avec un sourire, c'était un don de soi inouï. Elle oubliait qu'il lisait ses réactions dans ses yeux. Là, pas besoin d'être télépathe pour savoir. Les larmes coulaient doucement. Il esquissa un geste doux pour récolter le liquide salé. Une larme parvenue sur son doigt, il la fit glisser sur ses propres lèvres. Puis il s'approcha d'elle, l'enserra avec une infinie précaution, et admira en silence les lumières de la ville qui défilaient devant eux par la petite fenêtre. Elle ne put s'empêcher de fermer les yeux, si touchée par sa tendresse. Il souleva le voile léger et coloré masquant sa bouche. Il descendit jusqu'à la gorge et fit basculer la tête en arrière. Ils restèrent ainsi, l'un contre l'autre, jusqu'au bout du voyage. Après s'être restaurés auprès d'un buffet digne de la cour d'Italie, Arlette et Eric déambulèrent parmi les nombreux invités de cette fête costumée. Une fête organisée par des tours opérateurs dans le pur style des bals donnés autrefois par les nobles vénitiens. À celle-ci participaient d'authentiques aristocrates, des danseurs professionnels auxquels se mêlaient les invités payants.
Arlette eut l'occasion de danser avec des cavaliers masqués, gantés et expérimentés. Eric fit quelques connaissances en utilisant anglais, allemand, espagnol dans cette assemblée cosmopolite. Un ours, un horse-guard, une tsarine, une geisha de son côté, un officier de la Royal Navy, un indien sioux et un pingouin firent valser Tanguay et Arlette. Les lieux accueillant la manifestation s'accordaient parfaitement à l'esprit des doges. C'était un de leurs palais, doté de pièces gigantesques et nombreuses. Les deux amants se retrouvèrent et décidèrent de s'adonner au tourisme, de jouer les curieux. Ils gravirent l'immense escalier menant aux étages. D'un commun accord, ils se rendirent directement au sommet du bâtiment. En haut, c'était un véritable dédale de couloirs qui se croisaient en de multiples points. Il y avait de quoi se perdre. Arlette perdait facilement le sens de l'orientation. Et Eric le coquin le savait parfaitement. Il fit tout pour qu'il se perde. Il l'invita alors à rentrer dans une pièce. Il faisait nuit, mais les fenêtres laissaient passer la lueur cendrée de la lune. Elle savait, elle avait envie. Vu le nombre incalculable de pièces que comptait ce palais, il ne risquait pas d'être dérangé. Il se glissa derrière elle, afin de s'assurer de sa réceptivité. Elle bougea ses fesses, et à travers la fine étoffe de sa robe, elle put vérifier qu'il bandait son muscle spongieux. Il chercha sa nuque pour la mordiller, la flatter, la sentir, l'embrasser. Ses mains encerclèrent les seins, jouant avec les aréoles gonflées par le désir. Il les pinça gentiment, forçant leur érection. Puis délaissa la poitrine pour donner du plaisir au ventre, à la taille et aux hanches. C'est à ce moment qu'ils entendirent du bruit. Quelqu'un venait-il dans cette direction? Non. Ils allaient à côté. Dans la pénombre, il devina la présence d'une porte communicante. Elle devait donner sur la pièce voisine. « Viens voir, murmura-t-il. » Elle le suivit. En fait, la porte donnait sur un réduit sombre mais vitré. « C'est de la santin, dit-il. Que font-ils? Pas d'après toi? Oh, on dirait qu'ils vont s'amuser. On reste? Bien sûr, à voir Arlette, désireuse d'assister à une fête d'une toute autre nature. Il y avait deux couples d'une quarantaine d'années, sauf l'un des deux hommes qui en paraissait une bonne quinzaine de plus. Ses cheveux étaient argentés et souples. Il se déshabillait aussi vite que possible. Il y avait une belle femme, blonde, filiforme, très grande, très classe, qui accompagnait le cinquantenaire maigrichon. L'autre couple était totalement différent. La femme était une métisse assez piquante, cheveux très ras, un corps tout en rondeur. Enfin, celui qui l'accompagnait ressemblait à un lutteur grec. Trapu, très poilu, minuscule, même pas 1,60 m. Mais alors, quelle surprise impressionnante entre ses jambes! Un sexe long et large, monstrueux. On aurait cru qu'il avait été piqué par un frelon juste à cet endroit. Une chose de 30 centimètres au moins. Le genre exotique réservé aux cassettes X très spéciales. C'était d'autant plus impressionnant que le type était petit. Cette disproportion fascinait les deux voyeurs. Ils ne pouvaient pas imaginer comment un tel engin pourrait s'introduire dans le moindre orifice sans causer des déchirures, car la largeur était de loin supérieure à celle de n'importe quel godemiché. Ma foi, ce type devait représenter la référence mondiale, le modèle maxi-usage. Au début, les couples restèrent formés côte à côte. Chacun s'occupait de son conjoint. La métisse, malgré une bouche large, éprouvait toutes les difficultés à ingurgiter l'engin de son mari. La blonde avait moins de mal, son mari possédant des attributs à peine dans la moyenne. Elle était très active, suçant son mari très violemment, l'injuriant sans cesse. De leur cachette, les deux amants profitaient du spectacle totalement, entendant tout ce qui se disait. Les préliminaires furent assez courts, car les hommes étaient très excités par la constitution du quatuor. La blonde vint s'exhiber devant l'autre homme, n'offrant même pas à son mari le privilège d'être le premier à la forcer. Elle écarta très fort, bien plus qu'à l'équerre, pour recevoir le membre entier. La petite métisse vint s'allonger près d'elle et lui enfonça un de ses plus beaux seins dans la bouche. Ceux qui épiaient dans l'obscurité comprirent aussitôt la raison de ce geste. C'était pour étouffer les cris de la bourgeoise, qu'ils entendirent hurler de douleur dans la poitrine. La métisse devait connaître le résultat produit par la pénétration de son mari. Ce dernier, très doux avec sa femme une minute auparavant,
s'était transformée en une brute assoiffée de sexe au contact de l'inconsciente qui l'avait provoquée. Elle voulait se faire prendre sans ménagement et sans être totalement ouverte. Elle était servie. Son mari se tenait à l'écart sur un autre lit. Il se masturbait consciencieusement, lentement, sans perdre une miette de ce qu'il assimilait quasiment à un viol. La blonde se tordait de douleur sous les coups de bélier du petit homme. La métisse lui offrit de lécher son sexe, ce qui détourna un peu son attention de la souffrance. Ainsi elle put réellement être excitée et recevoir la bébête jusqu'à la garde. Prise ainsi, il devait lui repousser l'utérus jusqu'aux intestins à chaque allée. Curieusement, la première à jouir fut la brune aux cheveux courts, grâce au coup de langue appliqué sur son minou. Fin de l'épisode romantique et début de l'épisode érotique, murmura Eric. À ces mots, il décida de vérifier si la partie émoustillait Arlette. Sans crier gare, il plongea dans sa petite culotte, à la recherche de la source perdue. Il n'eut aucun mal à trouver. Elle était si inondée qu'il fallut déclencher immédiatement le plan hors sec. En 2 mouvements, il l'enfila doucement mais fermement. Elle contint un cri d'amour avec peine. Elle ne voulait pas risquer de voir l'échangisme s'arrêter. Elle voulait voir. Elle aimait voir. Elle réalisait l'un de ses fantasmes avec l'homme qu'elle aimait et qui s'occupait d'elle. Elle regardait le petit homme avec un mélange d'envie, de fascination et d'appréhension. Tout à coup, il changea de partenaire. Il s'occupa de sa femme, laissant l'autre pantelante. Au passage large, il préféra l'étroit. Il la sodomisa sans qu'elle bronche, sans mot dire, par derrière. Le cinquantenaire s'était rapproché pour admirer la scène. Il semblait passif, préférait être un simple spectateur plutôt qu'un acteur. La blonde, reprenant ses esprits, crut avoir une hallucination. Comment la petite brune faisait-elle pour taire sa douleur? Elle devait avoir appris à se contrôler. Il était impossible qu'elle ne ressente rien. Elle voulut en avoir le cœur net. Regarde-la, cette assoiffée, souffla Eric. Elle en redemande. Je me demande ce que attend son mari. C'est un voyeur, non? Apparemment, dit l'homme derrière la glace sans teint, tandis qu'il accélérait dans le ventre d'Arlette. La blonde repoussa la métisse et prit sa place. Elle reçut le bâton de berger grec directement dans la rosette de lion et se mordit les lèvres jusqu'au sang. Toutefois, elle tint bon. Son mari se délectait des torsions qui agitaient son corps. Il accéléra son rythme et gicla dans la bouche de la métisse. Le lutteur finit lui aussi par se lâcher, tandis que les deux voyeurs en faisaient autant derrière la glace sans teint. Arlette jouit intensément, comme jamais peut-être. C'était si excitant. Elle avait envié ces deux femmes d'avoir été remplies comme aucune autre ne pouvait l'être. Elle déchanta lorsqu'elle vit le brun s'affaler sur un fauteuil, le sexe totalement ramolli, tandis que l'homme aux cheveux gris, malgré son éjaculation, entreprit de se glisser dans les fesses de sa femme, la voie ayant été largement ouverte. La maîtresse, la métisse s'occupait alternativement de lui et de sa femme. Elle abandonnait son mari à son triste sort, estimant qu'il n'y avait plus rien à en tirer. Elle s'installa sous la blonde, tête bêche, afin de profiter de cette langue agile qui lui avait donné un premier orgasme et d'admirer le petit sexe rapide, désormais très actif. Elle enfonça un doigt dans l'anus de l'homme qui apprécia et ne tarda plus à abandonner une seconde salve, que les deux femmes, très copines à présent, se partagèrent goulûment. Les couples se reformèrent très rapidement, se revêtirent et abandonnèrent les draps froissés de la chambre en désordre. Arlette était dans un état second, saoul de plaisir, d'émotion, d'excitation. Que dire de son sexe meurtri, brûlant? Il était sans vie. La prestation t'a plu? Questionna son partenaire. Oh oui. Quelle performance! Tu veux dire que c'était prévu? Tu avais organisé tout ceci? Il ne répondit pas. Il se contenta de hausser les sourcils et de sourire. Cela signifiait que lui seul connaissait la réponse et qu'il ne la livrerait jamais. Il voulait toujours garder un voile de mystère autour de lui, sans jamais tout avouer, à la manière d'un magicien qui ne révèle pas ses trucs. Il avait parlé de moments magiques, et pour qu'il le reste, il ne fallait pas lever le rideau sur les coulisses. Ce soir-là, ou plutôt ce matin-là, ils refirent l'amour longuement, comme en Tunisie, se remémorant les meilleurs moments de la soirée. Ils allèrent plus loin dans l'osmose, plus loin qu'ils n'avaient jamais été. Dimanche matin,
Il était bientôt 10 heures. Arlette sentit un doux baiser, mais une bouche inhabituelle. Elle semblait être encore dans un rêve. Elle entendait l'eau couler. Son compagnon n'était pas contre elle, il était dans la salle de bain. Mais alors, qui? Elle ouvrit les yeux. C'était Helena, la jeune Italienne. « Je voulais vous remercier pour le gadget. Il m'a fait beaucoup de bien. »« Tant mieux, dit Arlette. Vous pouvez le garder et vous en servir tous les jours. »« C'est gentil. Vous m'avez embrassé ou j'ai rêvé ?»« Je vous ai embrassé, avoua Helena, le rouge montant aux joues. »« Vous en aviez envie ?»« Très. » Helena, peu farouche, s'enhardit à voler un autre baiser. Puis elle se fit plus insistante et chercha la langue. Elle retira ses chaussures et s'allongea sur Arlette pour la faire vibrer. Elle voulut le contact de la peau douce, si chaude au réveil. Elle s'abandonna à Arlette, interloquée mais séduite. C'était si nouveau, si fondant, si doux, un pur délice. La soubrette en voulut au sexe offert comme un abricot juteux. Elle mordit deux dents de ses belles dents blanches avec une délectation non dissimulée. Barbotant dans la baignoire, l'amant de la nuit était loin d'imaginer que sa compagne mettait fin à un suspense insoutenable. Quel goût avait la langue d'une femme sur son corps? Que pouvait éprouver un homme lorsqu'une femme s'en occupait? À présent, elle savait et comprenait pourquoi il affirmait qu'une femme était 10 000 fois plus intéressante qu'un homme. Un homme, c'était comme un bonbon à la menthe glaciale, une saveur forte, marquante, tonifiante. Une femme, c'était comme un bonbon au miel, suave, apaisant, rempli de sensations dont on se souvenait longtemps. Sexe contre sexe, après avoir accompli un 69 endiablé, elles achevèrent de se faire jouir en silence. Arlette tétant les seins de la jeune femme, caressant ses cheveux brillants, l'Italienne lui masturbant le clitoris avec un doigté idéal, effleurant le bouton très efficacement. Au moment de gémir, elles s'embrassèrent. Eric crut entendre un bruit. Il se dit que sa compagne prenait un peu de bon temps toute seule. Tant mieux. Il ne fallait jamais se priver, elle serait prête à le recevoir. Il ne se doutait pas que la porte qu'il entendit claquer venait d'ouvrir la possible réalisation d'un fantasme de sa maîtresse. Lorsqu'ils quittèrent l'hôtel, vers midi, avec regret mais jamais avec amertume, Arlette emporta avec elle ce petit secret. Un tout petit secret dans un week-end fou, délirant. Un petit secret qu'elle avouerait peut-être un jour à Eric, afin de l'exciter davantage. Il aurait envie d'assister à une pareille douceur, elle en était sûre. Il se cacherait et ne perdrait pas une miette. Par contre, il perdrait certainement quelques gouttes d'émotion. Ainsi s'achevait l'épisode érotique, le plus érotique qu'elle ait vécu en un week-end. Le retour, car il fallait qu'il y ait un retour, sur une ligne régulière, avec des hôtesses de l'air et des stewards très sages, serait forcément plus banal. Cependant, Arlette n'était sûre de rien. Avec lui, tout pouvait arriver. Avec l'imagination, il pouvait tout. C'était le privilège de l'écrivain, et il prenait sa mission tellement à cœur. Remerciements à la Tunisie, terre des miracles, à la Fram, ce qui ne veut pas dire faire route air-mer, mais faire remerciement à Moïse, un sacré animateur, un sacré numéro à Mamet, et il se reconnaîtra. Remerciements au bus, moyen de transport, vers le 7e ciel. Remerciements aux frères White pour avoir eu l'idée de voler comme des oiseaux et d'inventer l'aviation. Remerciements aux hommes et aux femmes qui ont l'habitude de se tirer dès qu'ils font face à des caractères plus forts que les leurs. Remerciements au hasard, à la chance et aux coïncidences. Remerciements à la fantaisie et à la fantasia. Remerciements aux fakirs, que la grosse dame râleuse ne nous casse plus les pieds en disant qu'il ne valait pas un clou. Remerciements à France Télécom et Bouygues pour leurs prestations téléphoniques. Remerciements au 3615 T'as tout quitté qui a repris nos conversations téléphoniques érotiques pour en faire un de leurs best-sellers. Remerciements aux vidéos Marc Dorcel pour le prêt de la cassette X. Par où tu es rentré, je ne t'ai pas vu passer. Remerciements au Viagra qui ne coûte pas un rond quand on n'en a pas besoin. Remerciements aux infirmières, sages et exemplaires sous leur blouse blanche en toutes circonstances. Remerciements à Arlette, la plus douce des infirmières. Remerciements à Dieu pour avoir créé le jasmin, les plages de sable et les infirmières. Remerciements à Pierre, Paul, Jean, Jacques, Mathieu, Gabriel, Thérèse, Blandine et tous les potes de là-haut pour m'avoir encouragé
supporter pour l'obtention d'une nouvelle mission.